Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde nous entend bien. N'hésitez pas à vous manifester si c'est pas le cas. Donc Walking Football France, anciennement Association française de football en marchant, est ravi de vous accueillir dans ce webinaire. Euh, Webinaire qu'on organise régulièrement sur des thèmes différents, même si la saison est passée très très vite et on n'a pas fait beaucoup cette année. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, Walking Football France est une association à but non lucratif, partenaire de la Fédération française de foot, qui existe depuis maintenant 6 ans et dont l'objectif est de promouvoir la pratique du walking football. Ça fait quelques années qu'on collabore avec Mélanie, ici présente, qui est docteur en sciences du sport et salarié du district de la Loire, qui va nous parler de son travail, mais qui a étudié un échantillon de pratiquants du walking football pour mesurer précisément et scientifiquement l'impact de la pratique sur la santé physique et mentale de nos adhérents. Donc c'est une présentation qui va durer une trentaine de minutes et ensuite il y aura une quinzaine de minutes de questions-réponses. C'est une session qui est enregistrée parce qu'il y a beaucoup de monde qui malheureusement ne sont pas disponibles à cette heure-ci, mais qui aimeraient quand même regarder le webinaire. Donc on invite effectivement tout le monde à couper ses micros mais à allumer sa caméra. Voilà, c'est un peu spécial, mais ça permet de se voir. Couper les micros parce que on va essayer d'éviter les bruits de fond et puis surtout, on réserve les questions pour la fin. Donc, vous n'hésiterez pas, bien sûr, à poser à l'oral vos questions lors de la session de questions-réponses. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous présenter également à l'oral quand vous posez votre question. D'ailleurs, vous avez également une petite zone de conversation au-dessus de l'écran qui vous permet, de poser vos questions de manière anticipée si vous le souhaitez, par écrit. Deux, de vous présenter. Ça serait pas mal que chacun sache qui est autour de la table. Donc, je vais personnellement le faire pendant que je laisse la parole à Mélanie. Merci, Mélanie. Bonjour à tous, merci Pierre d'une première part pour l'invitation. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble, c'est toujours un plaisir d'intervenir sur les webinaires de l'anciennement la FFM et désormais Walking Football France. J'étais déjà intervenue l'année dernière, je crois que c'était au mois de mars, sur une thématique à peu près similaire sur les bienfaits du walking football. D'un point de vue scientifique, moi j'ai travaillé surtout sur les aspects physiologiques et psychologiques dans le cadre de ma thèse. Donc ce que j'avais présenté l'année dernière va être un peu plus étoffé désormais puisque j'ai soutenu ma thèse en décembre dernier. Donc, j'ai eu des petites modifications à faire sur le manuscrit, mais désormais depuis le mois d'avril, elle est officiellement, il faut que je la publie, mais elle est officiellement disponible et elle sera publique, donc je pourrais vous la diffuser pour ceux qui seraient intéressés. De mon côté, j'ai découvert le walking football dans le cadre d'un stage de master, en fait. Alors, c'était en 2020. On a été un peu coupé avec le Covid. Et à l'issue de mon master, je me suis dit qu'il y avait quand même vraiment quelque chose à faire avec cette pratique-là. Les retours des participants étaient extrêmement positifs et les gens avaient envie de continuer. Donc ça a été vraiment la motivation principale. Et j'ai sollicité le district de la Loire pour faire une thèse. Donc ça a duré 3 ans, entre 2022 et 2025. Une thèse sur le foot en marchant, en étudiant les aspects à la fois physiologiques et psychologiques. Donc, pour remettre un tout petit peu de contexte, vous n'êtes probablement pas sans savoir que la population française, européenne et même mondiale vieillit. On vieillit, les effets du vieillissement sont plutôt négatifs et il est important de rester actif pour contrer tous ces effets négatifs-là. Donc, dans ce cadre-là, l'Organisation mondiale de la santé a mis en place des recommandations pour lutter contre l'inactivité physique et la sédentarité. Donc, le message principal, c'est que chaque mouvement compte. Donc, limiter les temps sédentaires, c'est-à-dire éviter de rester assis dans son canapé à regarder un film ou une série, et le remplacer par une activité, n'importe laquelle qu'elle soit, que ce soit juste aller faire un tour dans son quartier, marcher un petit peu, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, c'est déjà mieux que de ne rien faire.
Ensuite, les recommandations ont été formulées en fonction de la population aussi. Le minimum qui est recommandé par l'OMS, c'est 150 minutes d'activité par semaine. Donc, on peut, on peut faire du vélo, de la marche, des activités aussi qui peuvent comprendre de l'équilibre, ce qu'on appelle des exercices multicomposants qui comprennent aussi du renforcement musculaire, mais avec un minimum de 150 minutes par semaine. On peut faire, par exemple, trois fois 50 minutes, trois fois 1 heure à peu près par semaine. C'est bien, comme ça découpe la semaine. Et on peut même, pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, faire plus de 300 minutes par semaine. C'est le mieux. Voilà. Donc, je parlais d'activités multicomposantes et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit le foot en marchant. Donc, une pratique que j'imagine la plupart connaissent avec des règles adaptées pour rendre la pratique le plus sécuritaire possible. Donc, pas de course, ce qui permet de réduire la dimension physique quasiment à zéro, donc on est à peu près tous sur le même pied d'égalité de ce point de vue-là. Pas de charge, pas de tacle, pas de contact. Donc ça, au niveau des blessures, c'est très important. Et après, d'un point de vue plutôt physiologique, c'est une pratique qui est très prometteuse et qui a un gros potentiel. D'abord, c'est d'un point de vue cardiovasculaire, puisque c'est une activité intermittente. Quand bien même elle soit pratiquée en marchant, le football est une activité intermittente. Des moments où on a le ballon, des moments où on n'a pas le ballon, des moments où on attaque, des moments où on défend. Et donc, du coup, il y a des moments avec des changements de rythme, des changements d'intensité, donc ce qui fait que ça sollicite forcément le système cardiovasculaire. Ensuite, d'un point de vue musculaire, on a des changements de direction, même s'ils sont effectués à une intensité moindre. Il y a des changements de direction, des blocages, des freinages pour s'adapter au mouvement à la fois du ballon, des adversaires et des partenaires. Ces trois composantes, on va dire, sollicitent aussi le système cognitif. On doit prendre la décision en fonction du mouvement du ballon, du mouvement des partenaires, du mouvement des adversaires. Donc ça sollicite plusieurs composantes cognitives. On doit aussi prendre l'information, prendre la décision de si je fais la passe, si je fais un contrôle, si je peux me déplacer avec le ballon, où je me déplace, si je peux frapper, etc. Donc une composante cognitive aussi assez importante. Et enfin, la dernière chose, c'est une activité collective. Et c'est bien la chose qui fait probablement revenir les gens, c'est que les gens prennent du plaisir à se retrouver, à jouer ensemble, ils se remémorent parfois des souvenirs, l'esprit de camaraderie dans les vestiaires, les rituels d'avant-match, d'avant-entraînement, d'après-entraînement aussi pour des petits débriefs. C'est des choses qui sont importantes et donc c'est pour ça que la pratique est prometteuse et je vais vous présenter par la suite quels sont les effets et ce qu'on a mesuré. Est-ce que réellement ça marche? Donc, on parle de walking football et souvent, j'imagine que si vous êtes pratiquant, on a un petit peu rigolé quand on vous a dit que vous faisiez du walking football parce que on dit que c'est en marchant et on se dit que c'est pas très intense. Plusieurs études ont mesuré qu'on atteint en moyenne alors là, c'est sur un match ou même une séance d'entraînement, un match dans une séance d'entraînement, un match en compétition, peu importe. On peut atteindre en moyenne, 80% de la fréquence cardiaque maximale. Donc en gros, 100% le maximum que vous pouvez aller. Et ben, quand on fait du foot en marchant, on est à 80% des capacités maximales de son cœur. Donc ce qui correspond d'un point de vue physiologique à la zone 4, comme elle est présentée ici sur le tableau. Une zone qui correspond à une intensité modérée à élevée quand même. Et on a une période où on est dans la zone 5, voire même dans la zone 6. Donc, je le disais tout à l'heure, il y a des changements de rythme. Donc, si on a accéléré parce qu'on a perdu le ballon et qu'on veut rattraper son adversaire, ou qu'on est en train de dribbler et qu'on est proche du but, et ben, parfois, l'intensité augmente un petit peu. Donc voilà, ce seuil de 80%, c'est un seuil qui est très documenté dans la littérature et une intensité modérée à élevée permet d'avoir des bénéfices sur la santé cardiovasculaire. Donc c'est un seuil très important. Voilà ce qu'on mesure d'un point de vue de la fréquence cardiaque. Et après, quand on demande aux personnes leur ressenti, eh ben, ils ressentent un effort qu'on peut qualifier de quelque peu fatigant. Donc en fait,
le walking football fait travailler le cœur à 80% sans qu'on s'en rende vraiment compte et que ce soit un effort qui soit perçu comme trop fatigant, trop important. Compte tenu de cette intensité, j'ai dit qu'on avait des bénéfices sur la santé cardiovasculaire. Donc, je vais diviser en deux. On va parler d'abord sur des programmes plutôt courts, parce que dans la littérature, il y a souvent, quand on fait des programmes de recherche, on les fait plutôt à court terme pour voir si ça marche. Surtout que là, le foot en marchant et le walking football en sont qu'à leur début dans la littérature. Donc, sur des programmes qui durent de 4 à 12 semaines, donc jusqu'à 3 mois globalement, on a bien évidemment une amélioration de la santé cardiovasculaire compte tenu de l'intensité qui est plébiscitée dans les jeux, avec des marqueurs sanguins liés à la glycémie et au cholestérol qui sont améliorés. Une amélioration aussi de la mobilité, donc la mobilité, l'équilibre dynamique, plus 11,6% sur un test Time de Pango, c'est un petit parcours où il faut se lever d'une chaise, aller le plus rapidement possible, faire le tour d'un plot et revenir s'asseoir. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes pour les activités de la vie quotidienne. Au niveau de la mobilité, au niveau de la composition corporelle aussi, on a des améliorations. Une baisse de la circonférence abdominale a été observée dans certaines études, ainsi qu'une diminution du pourcentage de masse grasse. On a aussi une baisse de la masse corporelle qui est plus facilement interprétable. On pratique de façon régulière, donc forcément, on a un déficit calorique qui s'installe et donc on perd un petit peu de poids. Et ce que j'ai fait dans ma thèse, de mon côté, c'est que j'ai voulu mettre en place un programme, mais cette fois-ci sur une saison sportive. Donc, on a commencé au mois de fin septembre et on a fini fin juin pour rendre compte ben, déjà de comment ça se passe au sein d'un club pendant toute une saison et puis pour avoir quelque chose qui se rapproche le plus de la réalité. Est-ce que ben, on arrive à garder les gens sur toute une saison et qu'est-ce qu'on peut améliorer sur leur capacité physique. Donc, on a gardé cet aspect sur la santé cardiovasculaire avec une amélioration de l'endurance aérobie. Donc, globalement, pour un même effort, on se sent moins fatigué. Ou alors, on peut l'interpréter différemment. On peut pratiquer plus longtemps à la même intensité. On a aussi une amélioration de la mobilité, donc tout ce qui est souplesse du bas du corps et aussi du bas du dos. On a une amélioration de l'équilibre dynamique, donc la même chose, c'était le parcours avec le test Time Up and Go, des choses importantes pour la vie quotidienne. Toujours la composition corporelle qui est améliorée avec une baisse de masse corporelle et de l'indice de masse corporelle. Et enfin, une amélioration de la force des membres inférieurs. Donc, les tests que j'avais choisis étaient volontairement des choses qui se rapprochaient beaucoup de la vie quotidienne et qui sont facilement interprétables du point de vue des capacités fonctionnelles. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le walking football sur une saison sportive, d'abord, c'est possible. Les gens en sont tout à fait capables. Et en plus, on améliore largement leurs capacités physiques d'un point de vue de la mobilité, de la composition corporelle, de la force et de leur santé cardiovasculaire. Je nuancerai un tout petit peu mes propos, puisque j'avais des gens qui étaient très, très engagés, très motivés dans le programme. Déjà à la base, pour s'engager, c'était tous des volontaires. Donc, les progrès que j'ai pu observer d'un point de vue physique peuvent ne pas se généraliser à toute une population. On a quelques données qui commencent à arriver sur le long terme, sur le foot en marchant. Et s'il n'améliore pas les paramètres physiques chez tout le monde, au moins, il peut permettre de préserver la santé cardiovasculaire et les capacités fonctionnelles, d'autant plus quand l'âge avance. Si déjà on arrive à préserver les capacités qui, normalement, sont plutôt en déclin, c'est déjà une bonne chose. Donc, j'ai parlé du fait qu'il y avait le court terme et le long terme, donc les programmes plutôt courts jusqu'à 3 mois, et puis ensuite des programmes plutôt longs comme j'ai fait sur 10 mois, sur une saison sportive. Mais la question, c'est pourquoi les gens reviennent.
Et j'ai expérimenté ça de mon côté. C'était moi-même qui menais les séances. Et quand j'avais des gens qui venaient jouer pour la première fois, la plupart du temps, ils avaient envie de revenir. Et donc, du coup, c'est une question que je me suis posée dans ma thèse et à laquelle on va essayer de répondre. Et j'ai quelques petits éléments de réponse à vous présenter. D'abord, je pense que le football profite de sa popularité. Popularité dans le sens où c'est un sport qui est pratiqué par de nombreuses personnes, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. Donc il y a un gros potentiel là-dessus. Activité populaire aussi de par sa médiatisation, forcément. Il y a beaucoup de gens qui regardent le football. Donc le walking football profite de cette popularité-là. Et c'est une activité durant laquelle on prend plaisir à jouer, quand bien même elle soit pratiquée en marchant. Donc en fait, pour des personnes qui ont des capacités physiques qui sont un petit peu qui peuvent être un petit peu diminuées, c'est une activité qui est perçue comme amusante et gratifiante. C'est une activité collective. Je l'ai présenté au début, c'était un des atouts forts du walking football. Les joueurs apprécient l'identité collective, apprécient collaborer avec le joueur, le staff. Toutes les interactions qu'il y a, et même avec les adversaires, sont importantes et permettent de prendre plaisir à jouer. Aussi, j'ai des joueurs qui m'ont expliqué qu'ils appréciaient retrouver ce rituel avant l'entraînement, de se retrouver, de se changer dans le vestiaire, de débriefer aussi après la séance de la petite opposition de la fin de la séance d'entraînement. Donc, c'est des choses qui sont très appréciées et qui peuvent être des éléments, des facteurs de motivation. Le walking football est aussi perçu comme moins ennuyant qu'une activité comme aller à la salle de sport ou encore d'autres sports qui sont plus exigeants. C'est vrai que se retrouver et aller taper dans un ballon, bah, c'est un peu plus motivant et on a envie de revenir que de rester tout seul sur son vélo dans son salon ou aller faire du vélo tout seul dehors, quand bien même on puisse profiter du grand air. C'est encore mieux quand c'est fait collectivement. Et on remarque aussi que c'est un sport qui a un taux d'adhésion très élevé. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, de mon expérience, la majorité des joueurs ou joueuses qui sont venus la première fois avaient envie de revenir. Alors après, contraintes logistiques, etc., les contraintes personnelles de chacun faisaient que parfois ils ne pouvaient pas s'engager pleinement dans l'activité. Mais la majorité des gens qui jouaient une première fois voulaient rejouer. Donc c'est une chose très importante et c'est notamment dû à cet aspect collectif et cet aspect accessible du foot en marchand. Donc, si on parle plutôt du côté de la psychologie du sport, on estime que pour qu'une personne s'engage pleinement et durablement dans une activité, donc pour qu'elle soit motivée en fait, il faut qu'elle satisfasse trois besoins. Donc, on a d'abord le besoin de compétence, qui est plutôt un besoin qui correspond aux capacités physiques. Un besoin d'autonomie qui correspond au fait de se sentir capable et responsable de ses décisions, de ses choix, et un besoin plutôt social, donc besoin d'affiliation. Le problème, c'est qu'avec l'avancée en âge, on a ces trois besoins qui sont fortement affectés. D'un point de vue physique, on a un déclin des capacités physiques, donc le besoin de compétences est affecté. On a parfois une perte aussi d'autonomie et donc un phénomène de dépendance qui peut arriver. Donc un besoin d'autonomie qui est aussi négativement impacté et parfois une vie sociale diminuée, pouvant aller parfois jusqu'à l'isolement. Donc d'un point de vue social, c'est aussi parfois compliqué. Et ce qui est très bien avec le foot en marchant, c'est que il permet de combler ces trois besoins-là. D'un point de vue physique, les joueurs se sentent progresser. Donc je progresse, mon corps peut encore faire des choses. J'arrivais à peine à faire une passe au début du programme et désormais j'arrive complètement à faire une passe et des conduites de balle. C'est un sport aussi où chacun fait les choses à son rythme. C'est-à-dire que si j'ai envie de m'arrêter ou si j'ai envie d'accélérer,
c'est possible, quand même, que ce soit collectif, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que chacun peut faire les choses à son rythme. Euh, D'un point de vue de l'affiliation, on l'a déjà dit, c'est un sport collectif, donc j'ai une équipe qui m'attend au prochain entraînement, et donc ça me motive, et je vais revenir la semaine prochaine pour les retrouver. Donc ce que j'ai observé dans mon étude de thèse à court terme, d'abord, donc ces besoins de compétences d'un point de vue physique et d'autonomie, du sens de la décision, de la responsabilité des décisions, je suis libre de mes choix, etc. À court terme, toutes ces choses ont diminué la frustration, donc c'est-à-dire qu'elles sont améliorées d'abord d'un point de vue de la frustration. Donc à court terme, on crée plutôt un environnement qui est sécurisant. Et ensuite, à long terme, on a toujours cette frustration qui est diminuée. Et en plus, on arrive à augmenter la satisfaction du besoin d'autonomie. Donc d'un environnement qui apparaît sécurisant au départ, on passe directement vers une motivation chez des gens qui est plus internalisée, plus intérieure. Je ne viens plus juste parce qu'il faut que je vienne, mais je viens parce que j'en ressens le besoin, parce que je sais que ça me fait du bien et parce que je me retrouve dans cette pratique. Donc voilà, on passe d'abord d'un environnement plutôt sécurisant, c'est aussi le cadre qui fait que l'environnement est sécurisant, vers une pratique dans laquelle je m'engage par moi-même et pas seulement parce qu'il le faut, parce que j'ai dit que j'y allais et que je me suis inscrit, que j'ai payé une cotisation. Voilà, au fil du temps, on a quelque chose qui s'internalise et qui devient de plus en plus durable. Donc, je parlais de motivation. La motivation, elle peut être bien entendu euh, mise en place ou en tout cas, ça peut être l'entraîneur qui la diffuse. Donc, au départ, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était vraiment l'entraîneur qui donnait le cadre, donc qui sécurise, qui donne les consignes et qui fait que les gens reviennent. Donc, les gens ont plus de proximité puisque c'est le premier interlocuteur avec lequel ils vont échanger. Donc l'entraîneur voilà, donne les consignes, le cadre au départ. Et après, c'est plutôt l'aspect collectif qui prend le relais. Donc cette fois-ci, eh bien, je viens parce que je vais retrouver mes collègues, je vais retrouver le vestiaire, etc. On a perdu le match la semaine passée, on va gagner le match de la semaine suivante. Donc voilà, le rôle de l'entraîneur qui est assez central au départ et puis ensuite qui s'efface un petit peu au profit du collectif. Et ce qui fait qu'on peut potentiellement changer un peu l'entraîneur et il y a toujours le groupe qui est là en soutien en fait. La source de soutien motivationnel au fil du temps, elle se dirige plutôt vers le groupe et ce qui peut être une bonne chose puisque le groupe, même s'il y a des individus qui partent, qui restent, le groupe peut est toujours là et donc permet aussi une adhésion à long terme. Donc sur les bienfaits du walking football, j'ai abordé des choses sur le côté plutôt physique, d'autres choses sur le côté plutôt psychologique. Tout ça est rendu possible, j'insiste là-dessus, grâce au cadre de pratique, donc, notamment le respect des règles, que ce soit à l'entraînement ou même en compétition, mais il y a des arbitres pour ça. Donc les règles adaptées, il faut absolument les suivre. Et l'état d'esprit donc, qui va être mis en place par le... On a perdu Mélanie. Je lui envoie un message, je vous tiens au courant. Voir si y a un souci de connexion ou peut-être qu'elle avait plus de batterie, c'est pas impossible. Ouais, batterie faible, effectivement. Je vous tiens au courant le temps que Mélanie revienne. Si quelqu'un veut intervenir ou partager un point de vue ou une réaction, c'est le moment. Moi, je Bon, publie une petite question pour Mélanie bon. pour son retour.
Pour prendre la parole, vous pouvez lever la main en haut de votre écran et ensuite, ça sera à moi d'autoriser votre micro. Je vois que Frédéric disait un mot, si tu veux, je t'autorise le micro du coup. Et là, c'est à toi, tu peux l'activer maintenant. Il est encore fermé, mais maintenant, tu peux l'activer. Ok, très bien, merci. Bon, mais d'abord, bonjour à tout le monde, puisque moi, je suis arrivé un petit peu en retard. Je suis Frédéric Niel, donc je suis responsable du HFC 83 en walking foot. Donc voilà, c'est une bonne initiative, cette petite entrevue. Et puis je reviens sur ce qui a été dit. Du coup, oui, effectivement, c'est pouvoir joindre le sport, l'inclusion aussi, et le maintien du corps dans un exercice physique répété, nous, en ce qui nous concerne, on a 2 entraînements par semaine. Et c'est une bonne chose. Et puis ça maintient toujours le plaisir d'être sur un terrain et la convivialité en dehors. Voilà. Merci Frédéric. Et Mélanie est revenue. Donc Ouais, je suis désolée, poursuivra. j'avais plein de batteries et je sais pas, j'avais pas fait attention à la Ouais, batterie. on aurait dû te le dire Non, parce c'est qu'il y avait un plaisir, petit indicateur Ah, batterie faible, mais je l'ai pas fait, j'ai pas fait attention du tout. pas de problème. Vas-y, reprends. Désolée, ouais. Est-ce que tu peux toujours bien partager l'écran? Sinon, jamais j'ai... Alors, attends. Allez, ça doit être Nickel. bon. Ouais. Allez, pas bien. Oui, du coup, le walking football, donc à la fois sur le côté physique et psychologique, et le cadre de pratique qui est très très important, qui est mis en place principalement d'abord par l'encadrant, par l'animateur, par le coach, avec les règles adaptées qu'il faut suivre. Aussi une certaine l'idée d'inclusion et du coup une certaine flexibilité sur les variables que vous pouvez mettre en place en tant que coach. Je développe un tout petit peu plus là-dessus. Et ce qui va permettre de rendre la pratique accessible à tous et qui rend qui rassemble tout le monde en fait. Il y a pas très longtemps, j'ai vu une publication comme ça passer sur Facebook. Je ne sais pas si vous avez des retours, on en parlera dans les questions sur le walking football. Il y a un côté plutôt compétitif et un côté peut-être plutôt loisir. Euh, de mon point de vue, les deux peuvent complètement exister et tant que chacun se retrouve là-dedans, il n'y a aucun problème. Et je sais que moi, dans mon groupe, j'avais des gens qui étaient plutôt demandeurs de compétition et des gens qui étaient plutôt sur le côté loisir. Et pour autant, ça se passait quand même très, très bien. Euh, j'adaptais en fait les choses pour ceux qui voulaient un peu plus de compétition en apportant peut-être quelques petits contenus tactiques, des choses comme ça. Et pour les autres qui n'étaient pas intéressés, ils ne les prenaient pas. Et puis ça allait très bien comme ça. Donc c'est ce que j'entends par rendre le cadre de pratique et l'importance du rôle du coach là-dedans. Donc, je l'ai dit, c'est moi-même qui gérais les séances d'entraînement tout au long de ma thèse. Donc, pendant 2 saisons, à raison de 2 fois par semaine, j'avais une trentaine de personnes qui s'entraînaient. J'ai pu tirer quelques conclusions tirées de mon expérience. Donc, c'est ce que j'ai pu expérimenter moi-même sur le terrain. Je le partage. Après, on pourra éventuellement en discuter plus tard dans les questions. Donc, ce que j'ai pu voir, c'est qu'au niveau de la découverte et de la présentation de la pratique, c'est très bien de parler de la pratique, etc., de faire de la communication dessus. La meilleure chose, c'est de faire découvrir par la pratique. C'est-à-dire que si vous voulez intéresser les gens, il faut leur mettre un short, leur mettre des baskets et leur faire pratiquer un match de walking football. Et une chose encore mieux, c'est le pratiquer avec des gens qui connaissent déjà un petit peu la pratique, qui pourront le mieux leur en parler. Et c'est pour ça que les joueurs sont les meilleurs ambassadeurs. Et ça, je crois que la FFM et Walking Football France l'ont bien compris, puisqu'ils développent des ambassadeurs sur tout le territoire métropolitain. Donc voilà, le mieux, c'est bien d'en parler. Et le mieux, c'est de faire pratiquer les gens. Le bouche à oreille fonctionne très bien.
Je sais que nous, dans la Loire, là, il y a de plus en plus de clubs qui se mettent au walking football et ça se passe très bien. Au niveau du terrain, alors après, j'imagine les contraintes de parfois certains clubs et certaines municipalités. Je préconise le terrain en herbe, d'une part parce que c'est une surface qui est beaucoup moins dure qu'un gymnase ou qu'un terrain synthétique. Donc si jamais il y a des chutes ou même au niveau des blocages, des freinages, des changements de direction, c'est un petit peu moins sollicitant pour les articulations, les ligaments, les os, etc. Donc c'est un peu mieux. Et aussi d'un point de vue technique, si parfois vous avez des joueurs qui sont pas forcément les plus doués techniquement, le terrain en herbe, ça va un petit peu moins vite, donc c'est un petit peu plus facile pour eux, ils prendront plus de plaisir à jouer que de jouer sur une surface qui roule et qui va très vite. J'ai noté aussi attention aux dimensions. Alors, la taille du terrain est volontairement réduite dans le walking football. Euh, Attention toutefois, parfois, même que le terrain soit réduit, ça peut faire peur. Le terrain peut paraître grand. Attention à ne pas trop le réduire. Je l'ai expérimenté moi-même en faisant des plus petits terrains. Vous augmentez le nombre de personnes par surface et ce qui amène beaucoup plus de contacts, donc potentiellement beaucoup plus de blessures. Donc ça, c'est une chose à laquelle il faut faire attention. Les dimensions aussi, elles peuvent être modulées en fonction de si vous avez des demandes du niveau de vos joueurs. Il y en a certains qui peuvent vous demander d'augmenter un petit peu les dimensions, d'autres de les réduire en fonction de ce qu'ils veulent. Il faut être à l'écoute de ça. Je vais le répéter encore une fois, c'est l'encadrant qui met en place le climat qui doit rester convivial et permettre de motiver les gens, les pratiquants, avec notamment le respect des règles. Je sais que parfois la règle de la marche stricte, elle est difficile à appréhender, difficile à voir aussi en fonction des pratiquants de la façon de marcher des gens. Toutefois, c'est quelque chose sur laquelle il faut être quand même relativement attentif. Ça peut être un petit peu frustrant pour certains si, il y en a qui se mettent à trottiner plutôt que marcher. Euh, et je terminerai sur la structure et le contenu des séances. L'échauffement est extrêmement important. Parce que vous allez avoir majoritairement des personnes qui sont en reprise d'activité physique, donc avec qui il faut faire attention et dont le corps, les muscles sont pas forcément prêts à l'effort, donc il faut y aller très progressivement et instaurer des routines d'échauffement. C'est d'ailleurs un bon moyen de parfois responsabiliser dans vos groupes. Je sais que moi, il y avait des gens qui étaient désignés, qui au final faisaient les échauffements sans ballon, sans moi à la fin. Ils se débrouillaient tout seuls. Il y avait ils connaissaient les gammes, montée de genoux, talons-fesses, etc. Ils connaissaient tout, ils se débrouillaient tout seuls et ils emmenaient le groupe avec eux. Au niveau des exercices et des jeux, en fait, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous pouvez retrouver dans le football classique. Simplement, vous le faites en marchant et vous adaptez aux tailles du terrain. Il y a une chose à avoir en tête aussi, c'est de s'adapter à la fois au niveau des joueurs qui peut parfois être assez hétérogène au sein du même groupe et donc pas hésiter à mettre des variables différentes en fonction de vos joueurs ou joueuses. Par exemple, si vous faites un exercice de passe et si vous avez des joueurs ou joueuses qui ont déjà pratiqué le foot, pourquoi pas augmenter les distances de passe et ceux qui commencent juste raccourcir les distances. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. C'est une des petites adaptations individuelles qui font qu'en fait chacun se retrouve dans la séance. S'adapter aussi parfois en fonction simplement du niveau du jour. Parce que, alors ça sera plutôt peut-être sur le côté loisir, si vous savez, un groupe plutôt orienté vers le loisir. Mais si ce jour-là, ils sont un petit peu moins en forme, vous les sentez un petit peu fatigués, pas hésiter à réduire l'intensité,
adapter votre séance, ce que vous aviez prévu. Il n'y a pas de problème à changer tout ça. Et même enfin, les joueurs et joueuses vous en seront reconnaissants, ils se retrouveront totalement là-dedans. Et de ce que j'avais expérimenté aussi, c'est au niveau de la composition des équipes. Comme j'avais un niveau plutôt hétérogène avec des gens qui avaient déjà joué au football, d'autres non, faire attention à la composition des équipes. Moi, j'ai essayé de faire des équipes toujours plus ou moins équitables pour que tout le monde puisse jouer. En fait, toujours dans cette idée d'inclusivité, ce qui n'empêchait pas ceux qui avaient envie de jouer et de faire des passes et de jouer un football plus élaboré, de le faire, et tout en incluant quand même les gens qui commençaient simplement le foot. Et au niveau de la composition des équipes aussi, si vous avez un niveau assez hétérogène, je recommanderais de faire plutôt des grandes équipes, c'est-à-dire plutôt que de faire du 2 contre 2, faire plutôt du 4 contre 4, 5 contre 5, parce que comme ça, l'importance de chacun dans l'équipe se noie un peu dans le collectif, et comme ça, tout le monde s'y retrouve aussi. Donc voilà, mais tout ça est mis en place par l'encadrant. Euh, voilà, de ce que j'ai à dire de mon expérience. Si vous avez des questions et des interrogations, des choses sur lesquelles vous voulez revenir, je serai ravie d'y répondre. Je vous rappelle, si vous avez des questions à poser, vous avez un petit bouton lever la main en haut de votre écran, normalement. Ensuite, je vous donne l'autorisation d'ouvrir votre micro et ensuite vous ouvrez votre micro. Parfait, Pascal. Tac, c'est bon. Oui, bonjour à tous. Pascal Cadeau pour la Mayenne. Merci Mélanie. Et je voulais revenir sur l'aspect loisir. C'est vrai que c'est un loisir au départ, mais on se rend compte que très très vite, les gars, et quels qu'ils soient, on devient tous compétiteurs. Et, mais dans un bon esprit. Donc ça, Oui. c'est ce que je trouve très agréable dans ce sport. Et moi, quand on me dit que c'est un loisir, je dis non, c'est un sport. Et je le revendique comme un sport à part entière. Et merci à vous. Pierre, tu as déjà le... J'ai déjà le micro, je suis le Ouais. privilégié. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en ai deux. Alors désolé, tu as peut-être abordé le sujet, j'ai pas fait gaffe, mais dans la gestion des séances, pour gérer l'hétérogénéité des nouveaux, notamment les très bons joueurs de foot qui ont un niveau technique qui peut être très très différent des néo-joueurs, ou je pense aussi aux néo-joueuses. Parce que Oui. nous, c'est assez féminisé, les deux clubs que j'ai montés en Bretagne et à Paris. Et donc, on a instauré une règle, mais je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté ailleurs. C'est toujours un peu délicat parce qu'il ne faut pas non plus vexer la personne, mais on a appelé ça la règle de l'intouchable. C'est-à-dire que pendant le petit match, lorsqu'une personne qui vraiment est débutante et a du mal à contrôler et à passer, à lever la tête, à s'orienter sur le terrain, parce que on le fait tous spontanément puisqu'on joue au foot depuis des décennies, mais quelqu'un qui démarre, c'est pas du tout instinctif. Donc on part du principe que lorsqu'elle a la balle ou il a la balle dans les pieds, on se tient un petit peu à distance et on lui laisse le temps de contrôler la balle, de lever la tête et de la passer à quelqu'un. Mais tout en ne vexant pas trop la personne, parce qu'il ne faut pas non plus les... Voilà, donc c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien vous entendre et t'entendre, Mélanie, si tu as déjà expérimenté ça. Et puis une question tout à fait perso que je pose, que j'ai posée sur les Q&A, là, c'est la diminution, mais je pense que ça concerne plein de gens, la diminution de la masse musculaire après 60 ans semble inévitable, notamment au niveau des cuisses. Donc, en complément de la pratique du walking football, quelles sont les recommandations que tu pourrais faire pour lutter contre ce phénomène? Voilà, c'est mes deux questions. Merci. Ok, ça marche. Merci pour les questions. Ouais, c'est vrai que sur l'hétérogénéité, alors c'est une règle que vous avez mis en place dans vos clubs. J'avais
je ne sais pas si on peut dire ça de la chance, mais les pratiquants que j'avais le faisaient naturellement en fait. Ils n'allaient pas forcément aller presser ou aller vraiment piquer le ballon d'une personne qui avait des capacités techniques plus faibles ou des néo-joueurs, néo-joueuses. Donc là-dessus, c'est vrai que j'avais de la chance, j'avais pas forcément à intervenir. Après, c'est vrai que la question de la stigmatisation est importante et ça va dépendre du caractère. Donc là, c'est à l'éducateur, à l'animateur, à l'encadrant de sentir s'il peut mettre en place cette règle ou pas, s'il connaît plus ou moins la personne ou pas, voir s'il connaît sa réaction vis-à-vis de ça pour éviter de limiter la stigmatisation. Après, c'est vrai que dans les matchs, c'est, je dirais, presque la seule règle. Si, il y en a une autre qui peut aussi, c'est par exemple, étant une fille et ayant joué beaucoup avec des garçons, quand j'étais petite, si je marquais un but, ça comptait parfois double. On peut faire ça avec les néo-joueurs et néo-joueuses, mais c'est la même chose, question de stigmatisation. Parfois, ça peut être mal perçu. Après, on reste juste dans le cadre du football et c'est pas forcément pour pointer du doigt la personne et pointer du doigt ses capacités, c'est simplement pour que tout dépend comment on amène la chose. C'est que si on explique que c'est pour qu'elle puisse jouer, prendre du plaisir et s'intégrer, je pense que si c'est bien expliqué, ça peut totalement passer et ça peut très très bien se passer de mettre des règles comme celle-là. Après, ce que je faisais aussi, c'est que j'avais parfois des jeux euh, qui, je sais que je faisais un jeu qui s'appelle le jeu des prénoms. Et en fait, c'était les joueurs se passaient le ballon par la voix, par la parole. Donc en fait, toujours deux équipes. Et on faisait une sorte d'embut derrière chaque équipe. Et les joueurs se passaient le ballon par la voix. Et le porteur de balle n'avait pas le droit de bouger. Les autres devaient bouger autour de façon à atteindre progressivement l'embut. Et étonnamment, quand j'ai fait ces jeux-là, souvent c'était les néo-joueurs et néo-joueuses qui marquaient les points et qui en fait faisaient gagner leur équipe. Donc du coup, ils se sentaient plus importants et ils prenaient du plaisir et ils avaient un rôle qu'ils ne connaissaient pas forcément puisque c'était pas eux qui marquaient forcément les buts dans les oppositions, dans les matchs classiques. Mais donc voilà, il y a des choses aussi qui peuvent être faites dans lesquelles on peut mettre en avant des joueurs qui ne le sont pas forcément. Euh, mais c'est vrai que c'est un sport collectif, mais il faut quand même être conscient des considérations individuelles et faire attention à ça. Et après la question donc, concernant la masse musculaire, c'est vrai au niveau des cuisses, après ça va concerner principalement les cuisses, mais surtout, surtout les cuisses, mais ça concerne tout le corps. Au niveau des exercices, euh, alors après, il y a des choses, forcément, tout ce qui est le renforcement traditionnel, les squats, etc., qu'on va connaître traditionnellement, c'est efficace. Il y a des choses qui se font bien, qui marchent bien. C'est le travail avec des élastiques. Alors là, je ne pourrais pas vous présenter exactement des exercices, mais c'est quelque chose que vous pouvez aussi inclure dans vos séances, du travail en échauffement avec des élastiques. Ça, ça fait une petite résistance. Donc, vous avez différents élastiques qui existent, hein. Ça se trouve très facilement dans n'importe quelle enseigne de sport et ça coûte pas très très cher. Et vous pouvez faire un petit travail contre-résistance sans soulever des poids et sans faire des choses trop contraignantes. Voilà, ça permet de au moins maintenir et préserver la masse musculaire qui, c'est vrai, diminue et est fortement affectée quand on prend de l'âge. Merci Mélanie pour les réponses. S'il y en a qui n'arrivaient pas à lever la main, j'ai autorisé les micros à tout le monde. Donc s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, il a juste à ouvrir son micro. Pascal, vas-y, tu peux y aller. Ouais, excuse-moi Mélanie, en complément pour le travail des cuisses, quand on a la chance d'avoir des tribunes,
c'est le montée de tribune et la descente qui fait aussi, nous Ouais, on le fait, et ça fait travailler les cuisses pas mal. C'est tout bête, mais voilà. absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? C'est bon pour vous? Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Mélanie. Pas de souci, et encore désolé pour Ouais, pas de la souci. petite interruption. Ça arrive. On a comblé. Parfait. Eh bien, merci beaucoup à tous et puis bonne journée et à la prochaine. Bonne continuation.